Je vous souhaite la bienvenue dans ce grand auditorium et vous remercie d'être venus si nombreux pour écouter la conférence que va donner M. Govers sur Georges Pouliat. Avant de laisser la parole à Serge Cantat de la Société mathématique de France qui va vous présenter un peu plus longuement le conférencier de ce soir, je voulais vous rappeler donc que cette conférence s'inscrit dans un cycle qui s'appelle Un texte à mathématicien et que ce soir c'est la dernière conférence de la saison 2019. Mais soyez certains que l'année prochaine, nous serons de retour donc avec un nouveau cycle et une nouvelle saison. Je profite également pour saluer nos partenaires sur cette manifestation, que sont l'association Animat ainsi que la revue Tangente. Et donc, je passe la parole tout de suite à Serge Cantat et vous souhaite une très très bonne soirée et une très bonne conférence. Bonsoir, merci d'être venu. Donc ce soir, nous accueillons Timothy Gowers. Timothy est professeur à Cambridge. Il est connu en mathématiques pour ses travaux, on peut dire, d'analyse fonctionnelle et de combinatoire. Il a reçu de nombreux prix pour cela, y compris la médaille Fields. Mais j'aimerais insister sur d'autres points. Timothy est également connu pour ses réflexions et ses prises de position concernant la pratique des mathématiques, je dirais, sous tous ses aspects. Par exemple, concernant les méthodes de publication des mathématiciens. Et il a permis, par ses efforts, ses actions, ses prises de position, j'allais dire en langage un peu exagéré, son coup de gueule, il a permis que les mathématiciens réagissent plus activement à certaines pratiques, j'allais dire, douteuses de nos maisons d'édition mathématiques. Et en tout cas, il a permis que la communauté mathématique dans son ensemble réfléchisse activement à comment les chercheurs font part à la fois aux autres chercheurs, mais aussi à l'ensemble de la communauté civile, de leurs travaux. Et puis, un deuxième aspect que j'aime beaucoup mentionner quand je parle de Timothy Gowers, c'est qui est un autre aspect concernant la pratique mathématique, c'est le projet qui s'appelle Polymath, qui est un projet de collaboration à grande échelle des mathématiciens entre eux, collaboration favorisée par l'outil Internet. Mais le but principal est d'arriver à développer sur une échelle large une réflexion mathématique ouverte de nombreux mathématiciens sur un même sujet. Donc, ce sont deux aspects de la pratique mathématique qui sont un petit peu parallèles à l'aspect de la recherche mathématique proprement dite, que j'ai à peine évoqué. Et ce soir, nous aurons à nouveau une réflexion de Timothy Gowers sur un autre aspect de la pratique mathématique. Voilà, donc nous allons découvrir avec Timothy comment on peut ou pas découvrir une démonstration mathématique pourtant difficile. Merci. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. C'est un peu étrange d'être ici aujourd'hui même, 2 jours après la tragédie de Notre-Dame, mais je vais essayer de l'oublier pour 1 heure et parler des mathématiques. Le sujet de mon exposé est quelque chose qui est très important pour moi. Je fais des recherches, mais j'aime beaucoup aussi réfléchir sur les processus de la recherche. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi le texte que j'ai choisi. Mais je vais l'expliquer un peu plus dans un moment. Mais pour commencer, je veux poser un problème, pas un problème de mathématiques, mais plutôt un problème pratique. Qui est, j'espère que vous me croyez que les mathématiques sont importantes, les recherches en mathématiques sont importantes pour la société. Mais en même temps, il est clair que
résoudre un problème ouvert est très difficile. Et encore pire, n'est pas que difficile, mais difficile à enseigner. Très difficile à enseigner à quelqu'un d'autre comment faire les recherches en mathématiques. Et alors, le problème est qu'est-ce qu'on va faire face à cette difficulté. Bien, une approche est dire, bien, il y a certains gens qui ont des cerveaux un peu spéciaux, un peu étranges. Pour eux, les mathématiques sont faciles, et pour les restes, les mathématiques sont difficiles, et on ne peut rien faire si quelqu'un trouve que c'est difficile. Il n'y a rien qu'on peut faire parce que les mathématiques sont faites par les génies, et c'est la fin de l'histoire. L'autre point de vue, qui est plutôt le mien, est qu'il y a des méthodes qu'on peut apprendre. On peut devenir plus efficace si on pratique beaucoup. Mais ce n'est pas qu'une question de pratiquer, mais il y a des choses qu'on peut avoir dans la tête quand on fait les recherches pour devenir plus efficace. Et bien, avant d'arriver à Polya, je veux parler un peu de Alan Turing, parce que il a prouvé un résultat très bien connu, et en gros, ce résultat dit qu'il n'y a aucun algorithme, on ne peut pas programmer un ordinateur pour trouver les preuves des théorèmes en général. Autrement dit, il n'y a aucun algorithme que si on a une proposition, on peut demander à l'algorithme est-ce qu'il y a une preuve de cette proposition, et s'il y a une preuve, l'algorithme va trouver la preuve, et sinon il va dire non, il n'y a pas une preuve. Il n'y a aucun algorithme qui peut faire ça. Et on sait ça grâce à Alan Turing. Alors, il paraît qu'en général, il n'y a pas de méthodes systématiques pour faire les mathématiques. Et on peut, même si on ne peut pas trouver un algorithme pour trouver les preuves en général, peut-être si on veut trouver les preuves pas trop longues, je veux dire, les preuves de moins de 10 pages. Est-ce qu'il y a une méthode systématique pour trouver les preuves de moins de 10 pages? La réponse est oui. On peut prendre beaucoup de cahiers de 10 pages. Chaque cahier, on remplit des symboles mathématiques de toutes les façons possibles. Et après, on lit tous les cahiers, on voit est-ce que ce que j'ai écrit dans ce cahier est une preuve du théorème. Et si on ne trouve pas la preuve, il n'y a pas une preuve de moins de 10 pages. Et si on la trouve, on l'a trouvée. C'est une méthode systématique. Mais ce n'est pas très pratique. Le nombre de cahiers est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers dont on aurait besoin si on voulait faire ça. Et il y a une hypothèse qui s'appelle P n'égale pas NP. Je ne vais pas l'expliquer, mais si c'est vrai, il n'y a vraiment pas une méthode systématique et pratique pour trouver des preuves courtes. Alors ça, la situation, c'est pour ça que je dis que la situation est encore pire. Peut-être on penserait qu'il n'y a pas une méthode systématique. Mais je vais essayer de vous persuader du contraire. Bien. On a un paradoxe qui est qu'il y a ces considérations théoriques de Turing et de Stephen Cook, qui était le mathématicien dont lui... pardon.
qu'est-ce que je fais? Ah, pardon. Ah, j'ai tout... lui, ça c'est Stephen Cook. Bien. Il y a des raisons pour penser que on ne peut pas faire des mathématiques, mais malgré tout ça, on peut faire des mathématiques. Il y a beaucoup de mathématiciens dans le monde qui font des mathématiques. Et la solution est que les raisons théoriques sont les raisons... c'est l'impossibilité de trouver des preuves d'une façon systématique d'un théorème arbitraire en utilisant une preuve arbitraire. Mais les mathématiciens s'intéressent aux théorèmes intéressants et aux arguments qui nous donnent les vraies raisons pour comprendre pourquoi une proposition est vraie et tout ça. Alors, on ne fait pas, on veut pas prouver n'importe quelle proposition. Les problèmes qui nous intéressent sont une proportion très petite de toutes les propositions qu'on peut formuler en principe. Alors c'est pour ça que on peut espérer qu'il y a peut-être des méthodes pour résoudre les problèmes qui nous intéressent. Et maintenant, je vais parler de Poya, parce que lui, il était un héros de moi, parce qu'il est un des... Il y a très peu de mathématiciens qui ont vraiment réfléchi à ces questions-là, à la question comment est-ce qu'on peut résoudre un problème en général. Je ne sais pas pourquoi, parce que on penserait que ça serait très important de mieux comprendre les méthodes qu'on utilise pour résoudre les problèmes. Mais il y a très peu de livres là-dessus. Et... Bien, voilà Georges Poya, qui est un mathématicien hongrois, était un mathématicien hongrois. Et voilà une photo un peu plus détendue, il a l'air un peu plus content dans cette photo-là. Et voilà les titres de 3 de ses livres. Et on peut voir, si on regarde les titres, on voit que Poya, il est clair qu'il croyait qu'il y avait des méthodes. Comment poser et résoudre un problème. Il a écrit un livre, un best-seller avec ce titre-là. Et mon texte est le deuxième, il y a 2 tomes, mais les mathématiques et le raisonnement plausible. C'est le titre en français. Et il y a un autre que je ne connais pas. Je viens de voir qu'il existe et je l'ai commandé sur Internet. Mais voilà. Bien. C'est quoi la technique de base si on veut résoudre un problème et on ne voit pas tout de suite la solution? L'idée est de poser un autre problème. C'est un peu plus compliqué que ça. Peut-être vous pensez qu'on triche si on fait ça, mais on ne triche pas parce que on essaie de trouver un autre problème qui est en même temps un peu plus facile que si on veut résoudre le problème P, on essaie de trouver un problème Q qui est plus facile que P, mais si on peut résoudre le problème Q, le problème P deviendra plus facile à résoudre. Et il y a un art de... Comment est-ce qu'on trouve les problèmes Q comme ça? Je vais parler de ça dans un moment. Mais il y a 3 méthodes dont Poya parle beaucoup dans ses livres. La généralisation, la spécialisation et l'analogie. Alors,
ça s'explique. Si on peut trouver une question plus générale, une question plus spécifique, ou une question qui rassemble à la question auquel on veut répondre. Je vais parler d'un exemple qui est dans le livre de Polya, qui j'aime beaucoup. Maintenant, c'est au travail. On va parler du théorème de Pythagore. Et je vais expliquer une preuve. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui n'est pas la preuve, c'est la méthode d'arriver à la preuve. C'est la méthode de découvrir la preuve. Alors, je vais vous rappeler, j'imagine que tout le monde connaît bien ce théorème, mais juste au cas où, je vais vous rappeler. On prend un triangle rectangle et le théorème dit que la somme des carrés des longueurs des deux côtés là égale le carré de la longueur de l'hypoténuse. Et le carré de la longueur là est l'aire de ce carré là, par définition. Alors, on peut dire que le théorème de Pythagore nous dit que la somme de l'aire de ce carré-là et ce carré-là égale l'aire de ce carré-là. Alors, si on regarde cette image, ce n'est pas évident que les deux aires-là, la somme doit être l'aire-là. Pourquoi? Mais essayons d'utiliser les techniques de Polya. Alors, on va généraliser. Et la suggestion de Polya est de généraliser comme ça. On va prendre des formes un peu plus bizarres. Avant, il y avait un carré là, un carré là, un carré là. Maintenant, il y a cette forme-là, je ne connais pas le nom en français. Il y a un autre là, un autre là. Mais il y a une chose qu'on peut dire toujours, c'est que l'aire de cette forme-là n'est pas égale au carré de la longueur de l'hypoténuse, mais il est proportionnel au carré de la longueur. Si je multiplie la longueur par 2, il faut multiplier l'aire de cette forme-là par 4. Et alors, si le théorème de Pythagore est vrai, nécessairement, l'aire de cette forme-là plus l'aire de cette forme-là égale l'aire de cette forme-là. Alors, on a une généralisation du théorème parce que si le théorème est vrai pour les carrés, il est vrai pour n'importe quelle forme qu'on veut poser sur le triangle, comme ça. Bien, on a quelque chose qui est encore plus difficile qu'avant. Qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, on va spécialiser. On a une proposition plus générale. Maintenant, je vais trouver un cas plus spécial. Je pourrais retourner au cas, mais je ne veux pas faire ça. Je vais trouver un cas qui est différent et j'espère qu'il va être plus facile. Alors, quelle forme puis-je mettre ici sur le triangle? Un carré, non. Mais une idée est de mettre un triangle de la même forme. Et c'est ça que je vais faire, ou qu'on peut faire. Et Polya a fait quelque chose d'autre en même temps. Il a pris les 3 triangles qui étaient comme ça, et ils ont plié. Et maintenant, tous les 3 triangles sont à l'intérieur du triangle rectangle avec qui on a commencé. Et on voit que l'aire de ce triangle-là plus l'aire de ce triangle-là égale l'aire de ce triangle-là.
alors le théorème de Pythagore est vrai pour les triangles de la même forme que le triangle rectangle avec qui on a commencé. Mais si le théorème est vrai pour une forme, il est vrai en général, alors il est vrai pour les carrés. Fini. Mais ce que je veux souligner est les méthodes pour découvrir cet argument. On a généralisé et on a spécialisé. Et quand on généralise et spécialise, on trouve une analogie. Il y a un problème là, il y a un problème là qui le rassemble, mais qui est plus facile. Un problème analogue. Bien. Ça, c'est... Maintenant, on va parler d'un autre problème. Il y a une situation, il y a un homme avec son chien qui se promène. Et il rentre à la maison et le chien est très, je sais pas, impatient. Alors il court plus vite que l'homme et l'information qu'on a est... on a les informations suivantes. L'homme marche à 5 km à l'heure. Il est à 2 km de la maison. Le chien court à 10 km à l'heure. Et le chien court jusqu'à la maison et il se sent un peu seul. Et il retourne à l'homme. Et quand il arrive à l'homme, il retourne et rentre jusqu'à la maison, etc. C'est un peu comme ça. Il commence comme ça. Vous voyez? Et la question est, quelle est la distance en total parcourue par le chien? Bien, si on commence à essayer de... Peut-être forcément, il y aura certains entre vous qui sauront déjà la solution, mais quand même, ce qui m'intéresse est comment trouver une solution si on ne le connaît pas. Bien, ce qu'on peut-être peut faire est d'abord dire si le chien court à 10 km à l'heure, pour courir 2 km, il lui faudra 12 minutes et dans ces 12 minutes, l'homme aura marché 1 km et après, c'est un peu difficile, le chien court à 10 km à l'heure, l'homme marche à 5 km à l'heure, ils vont se rencontrer à 2 tiers d'un kilomètre, etc., etc. Et on arrive à des calculs infiniment de calculs un peu compliqués. Mais peut-être il y a une solution un peu plus facile. Alors on va essayer de généraliser le problème. Et une façon de généraliser est de regarder les informations et d'essayer de décider d'oublier quelque chose. Alors il y a 1, 2, 3, 4 morceaux d'informations. La vitesse de l'homme, ça c'est peut-être assez importante, je veux dire. La distance, on ne peut pas oublier ça. La vitesse du chien, on ne peut pas oublier ça. Tout ça va avoir un effet. Et ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est ça que je vais oublier. Bien, on a un nouveau problème. C'est un peu plus facile. L'homme marche à 5 km, il y a 2 km. Combien de temps l'homme a besoin de 2/5 d'une heure, ça va être 24 minutes pour arriver à la maison. Le chien court à 10 km à l'heure. Et on peut calculer, dans 24... le chien, il faut 6 minutes pour courir 1 km. Alors dans 24 minutes, il court 4 km. Et c'est fini. Mais
ce n'est pas la fin, on peut généraliser encore plus. On va oublier les vitesses, malgré ce que je viens de dire, on va oublier les vitesses de l'homme et du chien, mais juste garder en tête le ratio des deux vitesses. Le chien court à 2 fois la vitesse de l'homme, et maintenant le problème est encore plus facile. Si l'homme marche 2 km et la vitesse du chien est le double, bien sûr que le chien court 4 km en même temps. Alors, en oubliant beaucoup d'informations, le problème devient très très facile. Et de temps en temps, ça arrive en mathématiques. On a des informations qui, c'est un peu une distraction. La spécialisation est souvent très utile si on veut construire quelque chose. Voilà un exemple d'un problème où on veut trouver une construction. La construction est d'un ensemble de points à l'intérieur d'un cercle de rayon 1, tel qu'il n'y a pas 3 points dans une droite, 3 points colliniaires. Comment est-ce qu'on peut le faire? Avant de parler de ce problème-là, je veux parler des techniques générales pour construire en mathématiques. Alors, voilà quelques approches. De temps en temps, quelqu'un a construit quelque chose, peut-être un ensemble de points, qu'on peut utiliser. On peut le trouver dans un livre et l'utiliser tout de suite. On voit que ça marche pour mon problème aussi. Si on a la chance, c'est comme ça. Mais autre idée, on peut essayer de construire l'objet qu'on veut, mais juste peu à peu. Chaque fois, il y aura des choses qu'il ne faut pas faire, des choses qu'on peut faire. Et si on peut continuer, on est très content. Et si on ne peut pas continuer, on peut essayer d'analyser pourquoi on ne peut pas continuer et peut-être faire quelque chose un peu différent, et des choses comme ça. Notre idée, on juste devine une solution. Et si la solution ne marche pas, on peut le changer un peu. On peut comprendre pourquoi l'idée ne marche pas et on peut changer l'idée un peu pour que ça marche. De temps en temps, si on veut un objet qui a certaines propriétés, on peut essayer d'abord de construire un objet qui a des propriétés un peu plus faibles parce que c'est plus facile. Et après l'avoir fait, on a une idée de ce qu'on peut faire et on peut rajouter les propriétés dont on a vraiment besoin. Demander plus, ça c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on demanderait plus? Si on demande plus, le problème devient plus difficile. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que souvent, la raison de la difficulté est qu'il y a trop de choses à essayer de faire. Il y a trop de possibilités. Et s'il y a trop de possibilités, si on ajoute des contraintes, ça réduit le nombre de possibilités et c'est plus facile de trouver quelque chose. Et choisir au hasard, c'est une technique très très utile. On va voir. Bien. Bien. Pour notre problème, si on veut construire peu à peu, on veut 2019 points dans un cercle de rayon 1 sans qu'il y ait 3 collinières. Bien. Est-ce que je peux trouver un point comme ça? Oui. 2 points? Pas de problème. 3 points.
j'ai choisi 2 points. Il y a une droite qui contient les 2 points. Quand je choisis le 3e point, il est très important que le 3e point ne soit pas sur la droite qui contient les 2 premiers points. Mais éviter une droite est très facile. La droite est très très mince. Et alors il y a beaucoup du cercle qui reste. Alors je mets un point. 3, c'est facile. 4. Maintenant, c'est un peu plus difficile. J'ai 3 droites. J'ai 3 paires de points. Alors, 3 droites qu'il faut éviter. Mais bien, on peut éviter. Les 3 droites sont toujours très minces. Et alors, je peux l'éviter. Et vous voyez, je peux continuer. C'est toujours... il y a un certain nombre de droites qu'il faut éviter, mais c'est toujours... facile parce que l'aire des droites est 0. Et on peut toujours continuer jusqu'à 2019. Et même on peut trouver un ensemble infini, si on veut. Demandez-moi. L'idée ici... à la place de dire que tous les points doivent être dans un cercle de rayon 1, on peut dire peut-être on veut les points dans le plan, mais pas forcément dans un cercle. Et on voit tout de suite que si on peut trouver 2019 points dans le plan, et il n'y a pas 3 points collinéaires, on peut trouver un cercle, peut-être un cercle très grand, qui contient tous les points qu'on a choisis à l'intérieur. Et après, on peut réduire le cercle jusqu'à ce qu'il a le rayon 1, réduire toute l'image en même temps, et on aura un exemple qui est une solution de la question originale. Alors, on peut oublier la propriété d'être dans le cercle. Demander plus. Comment est-ce qu'on peut demander plus pour ce problème-là? Il faut le faire un peu plus difficile. Bien. Peut-être on pourrait dire, à la place d'un cercle de rayon 1, je vais insister que tous les points sont dans un cercle de rayon 1 sur 1 million. Un très, très petit cercle. Mais ça, c'est pas très intéressant parce que si je peux trouver les points dans un cercle de rayon 1, je peux, comme je viens de dire, on peut réduire tout ce que j'ai et arriver à un ensemble de points qui sont dans un cercle beaucoup plus petit. Alors ça c'est pas un vrai... Ça, c'est pas un bon choix, ça ne change pas le problème. Mais il y a une idée qui change le problème mieux, qui est réduire la dimension. Alors, le problème avec le petit cercle est que c'est toujours une forme deux-dimensionnelle. Mais peut-être si on considère une forme unidimensionnelle, le problème deviendra un peu plus difficile. Mais, bien. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Comment va-t-on utiliser cette idée? On peut essayer je vais deviner et ajuster. Et pour deviner, je vais utiliser l'idée d'analogie. C'est quoi la forme unidimensionnelle analogue à un cercle dans deux dimensions? Bien, un cercle, c'est tous les points d'au plus une certaine distance du centre.
Alors, la forme unidimensionnelle, on peut dire, on commence avec une ligne, on prend un point, et on prend tous les points qui ont une distance de plus 1 de ce point-là, qui va être le centre. Et on arrive à un segment d'une ligne. Mais ça, c'est un peu ridicule. Est-ce qu'on peut trouver 2019 points dans un segment d'une ligne sans qu'il y ait 3 qui sont dans une ligne? Bien sûr que non. Alors, cette idée ne marche pas, mais je vais essayer de l'ajuster. Mais comment? Je vais demander moins. Je ne vais pas essayer de trouver 2019 points, je vais considérer 3 points. Alors, est-ce que je peux trouver 3 points dans une forme unidimensionnelle? Et les 3 points ne sont pas dans une ligne, ne sont pas collinaires. Alors j'ai 3 points comme ça. Peut-être que je peux prendre une courbe. Une courbe est unidimensionnelle. Et bien, l'idée qui arrive est de remplacer le segment par une courbe. Ça, j'ai ajusté l'idée. Et une fois qu'on a vu ça, on voit que si on met les points dans une courbe qui ne tourne pas trop, on n'aura pas 3 points dans une ligne. Il n'y a pas vraiment 2019 points là, mais vous comprenez l'idée. Et on peut mettre les points comme ça dans un cercle de rayon 1. Et on a une autre solution beaucoup différente. Et pour finir cet exemple, choisir au hasard. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choisir les points au hasard. Et si je fais ça, est-ce que j'arrive à une solution? Peut-être, peut-être pas. Mais c'est quoi la probabilité d'arriver à une solution? Bien, pour chaque triple de points que je choisis au hasard, la probabilité que le 3e point soit dans la même ligne que les 2 autres est 0. Parce que la ligne est infiniment mince. Alors il y a beaucoup de triples de points, mais la probabilité de problème pour chaque triple est 0. Et 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 est 0. Alors, la probabilité de ne pas arriver à une solution est 0. Alors, la probabilité d'arriver à une solution est 1. Bien. Alors, une solution existe. Ça, c'est une réponse aux questions qui n'est pas explicite. J'ai prouvé qu'il y a une solution sans vraiment la construire. Mais ça, c'est une technique très utile. Bien, je vais passer à une autre idée de Poya. Quand on veut choisir une autre question, il faut choisir, on veut choisir une question qui va être utile. On ne veut pas, par exemple, si on veut prouver une proposition A, on peut se dire, bien, si B est vrai, A est une conséquence de B, et alors j'aurai une preuve de A. Mais si on passe 3 mois à essayer de prouver B, et B est faux, on a perdu ces 3 mois. Alors on veut bien deviner si B est vrai avant de faire des gros efforts pour la prouver. Alors c'est pour cette raison, et d'autres raisons pareilles, que deviner est très important. Et Poya dit ça
Je ne vais pas le lire, mais j'espère que vous l'avez lu. C'est ma traduction de ce qu'il a écrit. Poria pense que même si ce qu'on lit quand on lit un livre d'un mathématicien est des preuves formelles, ce qu'on fait quand on fait des recherches n'est pas ce qu'on lit dans les livres, il y a beaucoup de deviner. Et si on va deviner, il faut bien deviner. Et comment est-ce qu'on peut le faire? On peut utiliser ce que Poria appelle le raisonnement plausible. Des choses comme ça. Si on veut deviner si A est vrai, et A a une conséquence B, et on fait une petite expérience, ou on calcule ou quelque chose comme ça, on voit que B est vrai, A devient plus probable. Mais c'est un peu plus subtil que ça, parce que si B est quelque chose qu'on croirait vrai même sans A, ce n'est pas vraiment de l'évidence en faveur de A. Alors, le principe un peu plus raffiné est que si B est une conséquence et sans A, B serait difficile à expliquer, ce serait peu probable, mais quand même, B est vrai. Ça, dans ces circonstances-là, A devient beaucoup plus probable. Et je vais vous montrer des exemples. Mais il y a un deuxième principe qui est aussi utile, qui est si on veut prouver A et on trouve une proposition B et A est une conséquence de B, si B devient plus probable, puisqu'A est une conséquence de B, A devient forcément plus probable aussi. Alors, pour deviner si A est vrai, on peut trouver quelque chose qui implique A, dont A est une conséquence, et essayer de trouver l'évidence pour B. Et ça, on va voir ça dans un moment. Alors, un exemple que Poria, dont il parle dans son livre, est la conjecture de Goldbach. Si vous regardez ici, il y a des nombres pairs, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Et chaque nombre, il y a une somme de nombres premiers. 34 égale 5 plus 29, et 5 et 29 sont des nombres premiers. Et la conjecture de Goldbach est que c'est toujours possible. Si vous me donnez un nombre pair, je pourrais toujours trouver deux nombres premiers dont la somme est le nombre que vous m'avez donné. Et c'est un problème ouvert. Personne ne sait pas le prouver, mais tous les mathématiciens du monde croient que c'est vrai. Et c'est un peu bizarre. On n'a pas une preuve, mais on est presque sûr que c'est vrai. Mais comment? Comment peut-on être sûr sans une preuve? Peut-être on peut juste dire, on a fait des expériences pour beaucoup de nombres et on a trouvé que chaque fois le nombre est une somme de deux nombres premiers, et pour ça on pense que c'est toujours le cas. Par exemple, si A est la proposition de la conjecture de Goldbach, et B est la proposition 1000 est la somme de deux nombres premiers, B est une conséquence de A, et B est vrai, parce que les nombres 359 et 641 sont des nombres premiers. Alors, la conjecture est un petit peu plus probable. Mais pourquoi je dis un petit peu?
voilà une table de tous les, j'espère que vous pouvez le voir, tous les nombres premiers entre 1 et 1000. Et ce n'est pas vraiment le cas. La proposition B que 1000 soit la somme de deux nombres premiers n'est pas aussi peu probable que ça, parce qu'il y a beaucoup de façons potentielles de le faire. Et si on regarde, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il y a, qu'est-ce qu'on a? Il y a 599 plus 401. Il y a 997 plus 3. 983 plus 17. Il y a beaucoup de sommes qui font 1000. Et alors, ce n'était pas une surprise que 1000 soit la somme de deux nombres premiers. Alors, comme évidence pour la conjecture, ce n'est pas très convaincant. Mais je peux essayer de vous convaincre beaucoup plus. Il y a un principe pas tout à fait précis, mais on peut le préciser un peu, qui est que la distribution des nombres premiers est presque aléatoire. Il n'y a pas de... Statistiquement, la distribution est comme on attend. Mais il y a une qualification là, compte tenu de l'effet des petits diviseurs. C'est quoi cet effet-là? Je vais considérer l'effet de la division par 3. Je vais prendre deux nombres, 30 et 32. Ici, j'ai écrit toutes les possibilités d'écrire 30 comme la somme de deux nombres impairs. Pas forcément le nombre premier. Et chaque fois que j'ai un multiple de 3, je l'ai écrit en rouge. Alors ici, on a 3 plus 27, les deux nombres sont en rouge. Ici, 5 plus 25, 7 plus 23, 9 plus 21 et 15 plus 15. Et chaque fois que j'ai un multiple de 3, je sais bien que le nombre n'est pas un nombre premier, sauf si le nombre est 3. Alors, chaque fois qu'il y a un multiple de 3, je ne peux pas utiliser ce paire de nombres impairs. Et une fois sur 3, j'ai deux multiples de 3. Là, boum, boum, là, boum, boum, là. Mais ça, c'est parce que 30 est un multiple de 3. Si je commence avec 32, qui n'est pas un multiple de 3, si j'ai un multiple de 3 là, je n'ai pas un multiple de 3 là. Alors j'ai un problème ici, 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 avec les multiples de 3. Mais parce que les multiples de 3 n'arrivent pas en même temps, le problème arrive deux fois sur 3, pas une fois sur 3. Vous voyez, il y a deux problèmes, parce qu'il y a les multiples de 3. Un qui n'est pas problématique, deux qui sont problématiques, un qui n'est pas. Et si on voit, il y a deux nombres premiers. Voilà, deux nombres premiers là, deux nombres premiers là, deux nombres premiers là. Ici, on a deux nombres premiers là, mais j'ai utilisé le 3. Ici, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et ça, heureusement, ça marche. Alors, c'est plus difficile pour les non-multiples de 3. C'est plus difficile de les écrire comme la somme de deux nombres premiers. Il y a des problèmes, des considérations un peu comme ça pour les multiples de 5, les multiples de 7. Voici un nombre qui est un multiple de 3, de 5 et de 7 en même temps. Et alors, chaque fois qu'il y a un multiple de 3,
dans une somme de deux nombres impairs qui fait 2010. L'autre nombre est un multiple de 3. Chaque fois qu'il y a un multiple de 5, l'autre nombre est un multiple de 5. Et chaque fois qu'il y a un multiple de 7, l'autre nombre est un multiple de 7. Alors, les problèmes arrivent beaucoup moins souvent pour 2010 que pour 2012, qui n'est pas un multiple de 3, n'est pas un multiple de 5 et n'est pas un multiple de 7. Et ça, c'est toutes les façons d'écrire 2010 comme la somme de deux nombres premiers. Et ça, c'est toutes les façons d'écrire 2012. Et on voit qu'il y a beaucoup plus pour 210. Alors, je suis habitué à dire 2000 blablabla parce que je savais en avant que j'allais faire ça. 210 et 212. Mais il y a beaucoup plus de façons de l'écrire, comme la somme de nombres premiers. Mais on comprend ces considérations-là. Et maintenant, je vais vous montrer une image qui s'appelle la comète de Goldbach. Pour faire cette image, on prend un nombre comme 1000 par exemple, on trouve le nombre de façons d'écrire 1000 comme la somme de deux nombres premiers. Si le nombre est 65, on met une petite croix au point 1065. Et on met toutes les croix comme ça, et on arrive à cette image. Les couleurs des croix, je vais juste dire que les croix rouges sont des multiples de 3 et les autres ne sont pas des multiples de 3. Et alors on voit que les multiples de 3 sont en moyenne 2 fois plus faciles à écrire, exactement comme on imaginerait. Et alors, quand on voit ça, on peut expliquer ce qu'on voit, et on voit aussi que c'est pas juste que la conjecture est vraie, mais si on a un nombre assez grand, on peut l'écrire dans beaucoup de façons, comme la somme de deux nombres premiers. Quand on voit ça, la conjecture devient beaucoup plus plausible, pas juste un petit peu. Et si je passe à... Ça c'est la comète, c'est tous les nombres entre 1 et 1 million. Et la comète continue. Et quand on a vu ça, il est très difficile à croire qu'un jour, il y aura un nombre énorme qui ne peut pas être écrit comme la somme de nombres premiers. Je peux... en gros, maintenant, le principe était que la distribution des nombres premiers était quasi aléatoire. Si on a le principe, on peut expliquer la comète de Goldbach. Sinon, on ne peut pas, mais on voit la comète, alors le principe est beaucoup plus plausible, beaucoup plus probable. Et la conjecture de Goldbach est une conséquence du principe, et le principe est beaucoup plus probable, alors la conjecture de Goldbach est beaucoup plus probable. Et c'est pour cette raison que tout le monde croit que la conjecture est vraie. Et cette image-là, cette photo-là, c'est juste pour vous dire que le principe, qui avait l'air un peu flou, a une version plus précise qui a été formulée par deux mathématiciens, Hardy et Littlewood. Et peut-être ce n'est pas nécessaire de vous dire qu'ils sont britanniques. Et
il y a beaucoup d'autres prédictions qu'on peut faire en utilisant ce principe-là. Et toutes les prédictions concordent avec l'évidence des expériences sur l'ordinateur et tout ça. Et alors le principe est, on est presque sûr que c'est vrai. Maintenant, je vais parler un tout petit peu de mon propre travail et d'un théorème de Semerady. C'est un théorème de quelqu'un d'autre. Pourquoi je dis que c'est mon propre travail? Parce que j'ai trouvé une autre preuve du théorème. Bien. Ici, j'ai écrit... il n'y a pas de système ici. J'ai écrit quelques nombres un peu au hasard. Et je vais vous montrer quelque chose. On va chercher des progressions arithmétiques. Voilà une progression arithmétique. 4, 13, 22. Parce que je commence avec 4, j'ajoute 9, j'arrive à 13, j'ajoute encore 9, j'arrive à 22. La différence entre 4 et 13 est égale à la différence entre 13 et 22. Et ça s'appelle une progression arithmétique. Voilà une autre, 22, j'ajoute 19 et j'ajoute 19. Et voilà une autre, 31, 44, 57, j'ajoute 13. Et on peut même continuer et arriver à une progression arithmétique de longueur 4. 4, 13, 22, 31. Et j'ai même, après avoir envoyé ma présentation, j'ai vu qu'il y a aussi 31, on ajoute 26 et on ajoute 26. Et on arrive à... Alors il y a encore une progression arithmétique. Mais ils sont tous un peu cachés. Et le théorème de Semerady, je l'ai simplifié un peu. Si on prend un nombre assez vaste et on choisit 1% des nombres entre 1 et n, d'une façon ou une autre, on ne peut pas éviter une progression arithmétique de longueur 2019. Alors le nombre 1% et le nombre 2019 ne sont pas une vraie partie du théorème, mais si on peut prouver ça, on peut prouver le théorème. Ça, c'est vraiment 2019 et pas 219. Bien. Moi, j'ai pas compris la preuve très compliquée de Semerady, et j'ai voulu trouver ma propre preuve. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à une preuve? C'est un théorème difficile, il faut demander moins. Et il y a clairement une manière de faire ça qui est de se concentrer sur le cas des progressions de longueur 3. Pour commencer. Bien. Qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a une autre technique qui est très utile, qui est essayer de prouver le contraire. Si on veut prouver quelque chose, on essaye de prouver le contraire. On espère qu'on ne va pas réussir, mais on espère qu'on va arriver à certaines difficultés qu'on peut analyser pour comprendre pourquoi ce qu'on veut prouver est vrai. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour choisir 1% des nombres sans inclure une progression arithmétique de longueur 3? Peut-être on peut utiliser une des techniques dont j'ai parlé avant, choisir au hasard. Mais si on commence à penser un peu, on réalise que choisir au hasard ne marche pas parce qu'il y a beaucoup de possibilités
pour arriver à une progression arithmétique de longueur 3. Chaque possibilité n'est pas très probable. Si on choisit 1% des nombres, la probabilité est 1% fois 1% fois 1%, c'est-à-dire 1 sur 1 million. Mais si n est très, très grand, il y a beaucoup plus d'1 million de façons de progression arithmétique qu'on peut choisir sans vouloir le faire. Et finalement, on arrive à beaucoup de progression arithmétique. Mais ça, c'est intéressant parce que on a appris quelque chose. On a appris que les ensembles choisis au hasard ne marchent pas. Est-ce qu'on peut-être on peut l'utiliser? À ce point-là, on trouve une analogie. Je vais vous dire l'histoire assez rapidement, sans vous donner des détails du tout, mais juste pour vous montrer à peu près les méthodes qu'on peut utiliser en faisant des recherches. Bien. Les nombres premiers sont, comme j'ai dit avant, quasi aléatoires. Ils ne sont pas vraiment choisis au hasard, mais ils rassemblent un peu à un ensemble qui a été choisi au hasard. Il y a des notions de quasi aléatoires et on peut montrer, après avoir choisi, il y a une notion de quasi aléatoire qui vient de l'analyse de Fourier, qui est très utile ici, et ça marche. On peut montrer que les ensembles quasi aléatoires contiennent beaucoup de progressions arithmétiques de longueur 3. Et on peut l'utiliser et terminer la preuve du théorème dans le cas des progressions de longueur 3. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer les progressions de longueur 4. On va essayer de généraliser l'argument qui marche pour les progressions de longueur 3. Mais malheureusement, il n'est pas vrai, on ne peut pas prouver que les ensembles qui sont quasi aléatoires dans le sens qui a marché pour les progressions de longueur 3 contiennent beaucoup de progressions de longueur 4 aussi. Cette approche ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver une analogie qui est un peu plus adaptée. Quel est l'équivalent de la notion de quasi aléatoire qui marche pour les progressions de longueur longueur 4. Et ici, j'ai utilisé une autre technique qui est très utile, qui est, si on n'a pas une solution, on fait semblant qu'on a une solution. Et on continue. Et quand on continue, on voit qu'on a besoin de quelque chose et on dit, bien, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette propriété-là, ça va devenir une partie de ma définition de quasi aléatoire. Et un peu comme ça, je suis arrivé à une notion de quasi aléatoire qui marchait pour les progressions de longueur 4. Mais il y avait un problème qui est, j'avais besoin d'une notion plus forte pour les progressions de longueur 4, mais il fallait analyser les ensembles qui n'étaient pas quasi aléatoires. Et si être quasi aléatoire est plus fort, ne pas être quasi aléatoire est plus faible. Alors pour l'analyser, j'avais une propriété qui était plus faible. Alors c'était plus difficile de faire l'analyse. C'est tout ce que je vais dire, mais sauf que pour le faire, il fallait trouver beaucoup d'analogies. Et j'ai une liste d'analogies. Il y a des polynômes, il fallait généraliser la notion de polynôme. L'analyse de Fourier, mais d'ordre supérieur, c'était une chose nouvelle.
quasi linéaires, c'était des applications qui étaient un peu comme les fonctions linéaires, mais n'étaient pas exactement linéaires, choses comme ça. Mais je pense que je ne vais pas parler de ça, mais il y avait une chose d'autre qui est derrière tout ce que je dis. Je pense à cette question-là tout le temps. Est-ce qu'un jour, les ordinateurs vont apprendre les techniques de Poria et moi, je n'aurai plus mon boulot parce que les ordinateurs vont le faire mieux que moi? Je pense qu'un jour, oui, les mathématiciens n'existeront plus et les ordinateurs vont faire les recherches en mathématiques, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de difficultés. Ça ne va pas arriver dans les 10 ans qui viennent. Alors si vous voulez devenir mathématicien, j'espère que ça ne vous décourage. Mais maintenant, je vais terminer parce que je vais laisser le temps pour les questions. Puisque j'ai le micro, je vais commencer. Donc, on attend les questions du public. Je crois qu'il y a une question par là, non? Il n'y a pas quelqu'un qui a levé la main? Là-bas. Bon. Bonjour, je tenais à vous remercier pour votre conférence. J'avais une question parce que donc le sujet c'est trouver des méthodes pour savoir résoudre des problèmes et ce genre de choses. Et ma question concerne un sujet qui est juste à côté, qui est la compréhension en fait des concepts. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire sur des méthodes pour comprendre vraiment des concepts? Est-ce qu'il y en a qui sont similaires? Est-ce que sur certains points ça diffère? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une question difficile à dire. C'est quoi la différence entre vraiment comprendre quelque chose et c'était tellement difficile que je ne sais pas si j'ai quelque chose d'utile à dire tout de suite. Mais sauf que c'est un peu mystérieux que si on veut apprendre à résoudre certaines classes de problèmes, si on fait 2 ou 3 exemples, souvent on comprend ce qu'il faut faire. Et si c'est un peu difficile pour 2 ou 3 exemples et après on comprend un peu le faire. Mais qu'est-ce qui arrive dans le cerveau? C'est difficile. Si on voulait... C'est lié à un problème de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que les êtres humains, peuvent apprendre à faire quelque chose après très peu d'exemples? On peut distinguer entre un chien et un chat après avoir vu 3 chiens et 2 chats et un dessin d'un chat dans un livre ou quelque chose comme ça. Et les ordinateurs, en ce moment, ont besoin de voir des millions d'images. J'ai pas la solution. Mais c'est une question très intéressante, bien sûr. Je suis désolé.
Alors, bonsoir. Alors, votre conférence portait sur, la résolution de problèmes mathématiques difficiles, mais c'est quoi, selon vous, un problème difficile? C'est quoi un problème difficile? Oui, enfin, comment est-ce qu'on peut qualifier un problème de difficile? Ça, c'est encore une question. Mais là, j'ai des idées. J'ai une idée un peu qui est un peu tautologique. Mais j'ai travaillé un peu sur essayer de programmer les ordinateurs pour trouver les preuves. Il y a des méthodes assez systématiques qu'on peut utiliser pour des problèmes faciles. Et ces méthodes ne marchent pas pour les problèmes plus difficiles. Et ça, ce n'est pas tautologique, parce que les problèmes qui sont difficiles pour les ordinateurs sont un peu plus difficiles pour nous aussi. Ça concorde avec notre perception de ce qui est difficile. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment objectif, une notion de difficulté, une vraie notion de difficulté qui est à peu près si on utilisait les méthodes les meilleures méthodes systématiques pour résoudre le problème, combien de recherche, il faut chercher dans un arbre de possibilités, la taille de cet arbre, c'est un peu la mesure de la difficulté du problème. Et ça peut changer. Et c'est pour si je connais les solutions à des problèmes qui sont assez similaires, ce problème-là va être plus facile pour moi que pour quelqu'un qui ne connaît pas ces problèmes-là. C'est une notion relative de la difficulté. Ça dépend des expériences du mathématicien. Mais c'est encore une question qui est pas très facile à donner une réponse tout à fait satisfaisante. Mais, avez-vous travaillé sur le grand théorème de Fermat, sa simplification, qui fait un théorème qui fait des centaines de pages là, donc est-ce qu'on peut simplifier? Est-ce que vous avez des pistes pour simplifier avec du type de ce que vous avez montré là? Vous avez travaillé sur le sujet, et quid là aussi de l'hypothèse de Riemann qui n'est pas démontrée là évidemment encore, enfin semble-t-il, et donc là aussi sur ces deux sujets, avez-vous des pistes? Alors ces deux problèmes-là ne sont pas dans mon domaine de mathématiques. Peut-être le problème le plus connu où j'ai osé de travailler, c'est le problème est-ce que P égale NP, dont j'ai parlé un peu avant, mais je n'ai pas réussi de résoudre. Moi, je pense qu'il n'y a pas une solution très simple au théorème de Fermat, parce que si ça existait, je pense que quelqu'un l'aurait découvert. Mais je peux avoir tort. Mais c'est mon opinion. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci déjà pour la conférence. Toujours dans le même champ des questions difficiles. Dans les mathématiques, il y a plusieurs champs. Comment vous faites pour attaquer un nouveau champ? Typiquement, si j'ai bien compris, vous faites plutôt de la théorie de nombres, vous êtes allé proche des probabilités. Comment vous faites pour découvrir un nouveau champ des mathématiques? La question était comment changer ou comment... Quelle est votre méthode d'approche d'une nouvelle notion? Moi, j'ai eu un collègue qui m'a dit des mots sur le sujet de changer de domaine, qui était d'une certaine sagesse, je pense. Il a dit que il ne faut pas sauter d'un champ à un autre, mais
de se bouger d'une façon continue. C'est un peu ce que j'ai fait j'ai commencé à faire de l'analyse fonctionnelle et maintenant je fais de la combinatoire additive. Les deux domaines ont l'air un peu différents, mais l'analyse fonctionnelle a un côté un peu combinatoire et c'était ça qui m'intéressait. Et après, le théorème de Semeredi a un côté un peu analyse. Alors, c'était pas vraiment c'était pas vraiment un saut de ici à là. Pour choisir un domaine quand on commence, il y a des styles différents des mathématiciens. Il y a ceux qui veulent commencer tout de suite, essayer de résoudre les problèmes, et il y a ceux qui aiment beaucoup apprendre ou lire les travaux des autres mathématiciens et apprendre des machines techniques pour résoudre les problèmes. Et avoir un apprentissage de 3 ou 4 ans avant de vraiment commencer. Moi, j'étais du premier type. Je voulais le faire tout de suite. Et c'est pour cette raison que j'ai aimé la combinatoire, parce que c'est un domaine où on peut comprendre facilement les questions. On peut essayer tout de suite de résoudre les problèmes. Je ne sais pas si ça... Bonsoir. Bonsoir. Vous avez, vous avez bien dit, je crois, l'importance des méthodes pour résoudre les problèmes en mathématiques, peut-être aussi de manière générale, d'ailleurs, dans d'autres disciplines ou dans d'autres sciences. Mais vous avez dit aussi l'importance de la qualité du problème ou la qualité de la question. Avez-vous des méthodes pour découvrir, inventer ou trouver les bons problèmes ou les bonnes questions? Oui. Ma méthode est d'essayer de résoudre un problème qui est déjà intéressant. Et toujours quand on essaye de faire ça, si le problème est difficile, on arrive à beaucoup d'autres questions pour les raisons que j'ai expliquées. Et entre ces questions, il y aura certaines qui ne sont pas très intéressantes. On peut les donner réponse presque tout de suite. On dit, est-ce que ça est vrai? Tout de suite, on arrive à un contre-exemple et la question n'est pas... Ou il y a des questions qui sont tellement difficiles que... on n'a pas vraiment fait une avance, mais de temps en temps, on arrive à une question qui a l'air d'être quelque chose qu'on peut peut-être résoudre, mais on ne voit pas tout de suite la solution. Et si on avait une solution, on aurait des conséquences ici, et tout ça. Alors les bonnes questions émergent presque automatiquement quand on fait les recherches. Ça c'est vraiment ma réponse. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci pour votre conférence encore, en français en plus. Quand vous cherchez des solutions à un problème, est-ce que vous vous penchez sur l'histoire des sciences et sur des travaux d'autres mathématiciens, mais des travaux du passé qui pourraient avoir échoué à leur époque, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils cherchaient, mais dans lesquels il pourrait tout de même y avoir des idées qui vous serviraient aujourd'hui? Pour moi, la réponse est non. Presque jamais. Mais quand on trouve la solution d'un problème, souvent, si la solution est importante, d'autres mathématiciens commencent à le réexpliquer, trouver les autres preuves, le simplifier, tout ça. Et pour cette raison, c'est souvent le cas que, même si c'est intéressant voir
comment les mathématiciens du passé sont arrivés aux solutions. Les manières de les présenter maintenant est plus efficace et plus facile à comprendre. Et comme j'ai dit, moi j'aime juste voir le problème et tout de suite essayer de le résoudre sans trop lire les travaux. Mais il y a d'autres mathématiciens qui aiment beaucoup plus que moi lire les mathématiques. Alors, je pense que ça, c'est ma réponse, mais il y a peut-être les autres mathématiciens qui diraient qu'ils aimaient, qu'ils ont beaucoup appris en lisant les travaux des mathématiciens du passé. Ouais. Je voulais poser une question. C'est ici. Est-ce que dans vos recherches, vous travaillez beaucoup comme par isomorphisme, c'est-à-dire dans un domaine, vous avez cherché une solution dans un domaine et donc par isomorphisme, vous allez chercher dans un autre domaine et donc si vous avez trouvé. Et donc, est-ce que vous travaillez souvent comme ça ou c'est une méthode que vous utilisez ou non? Je ne suis pas sûr si, quand vous dites isomorphisme, est-ce que c'est différent par exemple, c'est un problème qui est de, je sais pas, d'analyse, enfin, ou qui est en arithmétique, vous pouvez résoudre en analyse. Si vous avez résolu le problème d'analyse, à ce moment-là, vous avez résolu le problème en arithmétique. Oui. Est-ce que vous procédez, c'est des procédés que vous utilisez? J'utilise beaucoup les analogies. C'est l'isomorphisme. J'ai résolu des problèmes en analyse en utilisant la combinatoire, mais je ne suis pas sûr si c'est, je dirais, des isomorphismes. On peut utiliser les équivalences aussi en prenant le transform de Fourier, on peut transformer un problème dans un autre problème qui est peut-être plus facile à résoudre. On a une autre perspective qui est... ça, j'ai fait beaucoup, mais... et je pense qu'il y a mais ça, c'est un peu mon domaine, et il y a d'autres mathématiciens qui travaillent sur les liens entre l'algèbre et la géométrie. Et là, les isomorphismes sont très importants, plus que pour moi, je pense. Oui, est-ce que Polya s'interroge sur comment trouver une preuve optimale, du moins si elle existe? Est-ce qu'il s'interroge sur le fait, parmi toutes les preuves, comment trouver la meilleure qui soit? Pardon. Oui, la question était... souvent, il y a plusieurs preuves d'un théorème. Comment est-ce qu'on peut trouver la meilleure? Et ça... Je pense que j'ai pas une très bonne réponse, sauf que, comme moi, avec le théorème de Semerelli, si on a une preuve, il est important de ne pas dire « bien, maintenant le théorème est vérifié, il ne faut pas y penser plus, on a la solution ». On peut souvent arriver à une compréhension un peu plus profonde en essayant de trouver les autres preuves. Et maintenant, il y a beaucoup de preuves du théorème de Semerelli. Et chaque preuve a été très, très importante pour notre compréhension pas que du théorème, mais des liens entre le théorème et des autres domaines de mathématiques et entre les domaines. Alors je pense que la méthode est de juste
si on utilise les méthodes de Polya, on utilise une certaine suite de méthodes, comme généraliser, après faire quelque chose d'autre, et on arrive à la solution. Mais peut-être si on a commencé à la place de généraliser, on a considéré un cas spécial, on a spécialisé d'abord, peut-être on serait arrivé à une autre solution. Les méthodes ne sont pas... Elles sont systématiques, mais pas uniques. On n'arrive pas à une seule solution en utilisant les méthodes, parce qu'on peut les utiliser dans des façons différentes. Et alors, en gros, ma réponse est... on peut juste faire semblant que la première preuve n'existe pas et essayer de trouver une preuve. Et si on fait ça, on peut... Mais la question, c'est quelle est la meilleure, c'est une question compliquée aussi, parce que les mathématiciens, différents mathématiciens ont des avis qui ne sont pas toujours les mêmes. Il y a peut-être une preuve qui, pour moi, vraiment explique pourquoi le théorème est vrai, mais pour quelqu'un d'autre, il y a une autre preuve qui est plus illuminante, si on peut dire ça. Bonsoir. 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 Moi, j'ai une question. Il y a un grand schisme dans les mathématiques. Il y en a qui pensent que les mathématiques sont dans notre monde et qu'on les découvre. D'autres qui pensent que nous inventons les mathématiques pour lire notre monde. Vous êtes de quel avis à ce sujet? Découvrir ou inventer, oui. J'ai écrit quelque chose sur ce sujet-là et ma conclusion a été que il y a un peu des deux. De temps en temps, on a l'impression qu'on arrive à des idées qu'on n'a pas entendues, très inattendues. On a fait un calcul et le résultat du calcul a été très surprenant. Et si c'est le cas, on a l'impression de découvrir quelque chose. Mais si le résultat est quelque chose qu'on attendait, qu'on voulait, on a l'impression d'inventer. Et je pense qu'il n'y a pas une vraie réponse objective, mais je pense qu'il y a des parties des mathématiques qui sont plutôt découvertes et des parties plutôt inventées. Vous nous en avez un petit peu parlé à la fin de votre exposé, mais est-ce que vous pouvez nous dire, dans vos travaux, ce que vous avez réussi à résoudre, à prouver, grâce au principe de Polya? Je n'ai pas vraiment... une réponse est que tout ce que j'ai prouvé utilise les principes de Polya parce que les principes sont un peu universels et on ne peut pas faire des recherches sans généraliser, poser d'autres questions spécialisées, trouver des analogies et tout ça. Mais on peut être plus ou moins conscient de l'utilisation de ces principes. Quand je fais les recherches, je ne me dis pas maintenant, est-ce que je vais généraliser ou spécialiser ou trouver une analogie? Je pense que l'analogie, c'est pas exactement comme ça, mais c'est ça que je fais sans toujours y penser. Mais je pense que être plus conscient de ce qu'on fait aide quand on le fait. On devient plus efficace si on pense à ces processus de faire des mathématiques. Ouais. Bonsoir. Plus haut. Alors j'avais une question. D'abord, merci pour votre exposé. Et ma question est la suivante. Vous nous avez parlé
de la manière dont on résout des problèmes. Et moi, ce que je me demande, mes recherches, elles portent sur les structures des mathématiques et la manière dont on fait des preuves. Et donc, je me demandais si vous aviez un avis concernant le constructivisme en mathématiques. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Heureusement, sinon ma question aurait vraiment été à plat. Et donc, est-ce que la manière dont on résout des problèmes et le fait qu'on puisse émettre des preuves calculables, des preuves qui sont Turing calculables grâce aux mathématiques constructives, est-ce que ça a une forte influence, une faible influence sur la question de savoir de quelle manière on va résoudre un problème? C'est pas quelque chose qui me préoccupe beaucoup, mais je pense que moi j'aime toujours les problèmes finis. Je les aime plus que les problèmes infinis parce que les questions de constructivité ne sont pas... Si je dois utiliser l'axiome de choix, bien, je l'utilise, mais avec des petits regrets. Et si je choisis quelque chose au hasard, j'arrive à une preuve pas constructive, ou je n'ai pas construit un exemple, c'est la même chose. J'ai fini, mais j'aurais préféré trouver un exemple qu'on peut construire, un exemple algorithmique. Alors, ce n'est pas quelque chose que je n'étudie, je n'ai pas une très grande compréhension des preuves tout à fait constructives. Mais je pense que mes instincts sont en sympathie avec, avec ça. J'aime des mathématiques qui sont un peu plus proches à la réalité, disons. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Si j'ai bien compris, vous êtes à l'origine de Polymath. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler, si c'est quelque chose qui amène des mathématiciens à collaborer? Et dans ce cas, est-ce que vous avez mis en place des méthodes aussi pour le travail à plusieurs? Alors, c'était quoi la question exacte? Qu'est-ce que c'est Polymath et... Il y avait un lien avec ça et des considérations d'aujourd'hui? Non, en fait, je suis curieuse de savoir comment des mathématiciens peuvent collaborer ensemble à distance. J'ai compris que vous avez été à l'origine de quelque chose qui permet ça. Et est-ce que, du coup, vous avez aussi réfléchi à des méthodes pour faire que ce travail se passe bien? Ah oui. J'ai réfléchi un peu. J'avais une fantaisie que ça pourrait être comme un peu comme un nid de fourmis. Il y aurait une conscience collective. Il y a un mathématicien qui pourrait faire les choses qu'un mathématicien individuel ne pourrait pas faire, et des choses comme ça. Je ne suis pas sûr que ça a marché comme ça, mais il y a quelque chose qui a vraiment été différent quand on travaille. La méthode était juste... Moi, j'ai écrit des posts sur mon blog, et si quelqu'un voulait, tout le monde qui voulait pouvait écrire des commentaires, des idées, des approches. Et de temps en temps, quand il y avait trop de commentaires, une centaine de commentaires, j'écrirais un autre post avec une sommation de la discussion. Et ça a marché très bien. On a trouvé la solution d'un problème très difficile en 5 semaines, qui était une grande surprise. Je pensais
ne trouverait pas du tout la solution, surtout pas aussi vite que ça, rapidement que ça. Mais je ne suis pas sûr qu'il y avait un cerveau collectif. Je pense que c'était plutôt que la façon de communiquer était très efficace. Chaque fois qu'on avait une idée, on écrivait un commentaire et si l'idée n'était pas très utile, on pouvait l'ignorer, mais sinon, et si tout le monde si tout le monde partage ses idées au moment de les avoir, les bonnes idées sont partagées tout de suite et c'est plus efficace comme ça. Je pense que c'est pour ça que ça a réussi. Mais je suis pas sûr que... Mais je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait peut-être... Si j'avais une équipe de 100 mathématiciens qui étaient tous experts dans mon domaine et qui feraient ce que je voulais, si je si j'étais le chef d'une centaine de mathématiciens, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je essaierais de les organiser d'une façon intéressante ou est-ce que je dirais si vous avez une idée, venez me le donner ou quoi? Et je ne sais pas. C'est une question intéressante et je pense qu'il faut un jour il faut essayer. Peut-être qu'il y a des façons de faire des recherches qui sont beaucoup plus efficaces que ce qu'on fait actuellement. Mais les polymaths étaient un petit peu dans cette direction-là, mais peut-être on peut aller plus loin. Bien, merci. Je pense qu'il faut qu'on arrête, Martin, parce qu'il est 8h passé. Je suis désolé, mais la bibliothèque ferme à 8h, et comme il est déjà 8h05. Voilà, bonne soirée à tous, merci.